Le libertarianisme, alors, est-ce que c'est une future réalité? C'est l'objet de la conférence ici. Il y a quelques mois, je voyais apparaître, petit à petit, grâce à Facebook, une sorte d'ovni politique, en tout cas en Belgique, qui est devenu le Parti libertarien. On voit vraiment que le Parti libertarien commence à prendre une véritable prégnance dans le monde politique belge, et ce qui justifie ici notre invitation en tant que cercle des étudiants libéraux, en pensant aussi que le libertarianisme est peut-être la doctrine libérale classique. Et en fait, et sans froisser Patrick, j'espère qu'il ne me mettra pas au pilori pour cette image, mais les libertariens sont peut-être les grands-parents des libéraux modernes à l'heure actuelle. Alors, pour cette soirée, on va coupler ça assez simplement. D'abord, on commencera par l'exposé de Patrick, puis il y aura une séance de questions-réponses qui se fera. Donc, c'est un contradictoire aussi, mais ici, avec le public. Et je vais céder la parole maintenant à Patrick pour qu'il fasse son exposé. Merci Julien. C'est toi qui contrôle. Je peux mettre ça là et ne pas m'occuper du son par la suite. Voilà, il y a quelqu'un qui gère les baffes. Je sais pas, ça s'entend comme ça? Ça va comme ça? Oh là là. Oh là là. Le Larsen. Là, c'est mieux? Attends, mets-le peut-être plus haut. Tu sais quoi? Plus haut, mais moins fort. Là, c'est bon? Ouais, là, ça me paraît bien, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? C'est bon. Ne touche pas au bouton. Ne touche plus au bouton, Julien. C'est bon. Bien, Julien, d'abord, je veux te remercier de l'invitation et du plaisir que tu me fais de me recevoir ici. Tu sais que il y a 20 ans, j'occupais ta place et j'avais également l'occasion d'organiser ces réunions avec des orateurs prestigieux qui drainent les foules. Et c'est toujours un plaisir. Peut-être que je vais trahir un secret, mais à mon avis, inconsciemment, si j'ai relancé le Parti libertarien, c'est peut-être pour avoir le plaisir de revenir à l'ULB pour pouvoir parler au cercle des étudiants libéraux. Tellement ça m'a manqué, j'ai passé mes meilleures années et j'espère que vous en faites tous de même au cercle des étudiants libéraux. Profitez surtout bien du fait que vous êtes à l'université pour jouir du plaisir des idées, parce qu'une fois qu'on en est sorti, c'est la morne plaine. On a beaucoup de mal à se rendre compte comment c'est possible que tant de gens vivent sans jamais se plonger dans un livre de théorie. Mais bon, donc merci de m'avoir fait venir ici. Tu as déjà bien introduit le sujet, tu as beaucoup parlé du Parti libertarien, j'avais prévu plutôt de parler du libertarianisme de façon générale, vu que c'était le thème, et tu demandes libertarianisme, une future réalité. Il y a toujours évidemment quelque chose d'un peu vexant quand on te demande si c'est une future réalité. J'ai envie de dire non, certainement pas, c'est une réalité d'actualité, c'est une réalité d'aujourd'hui. On a l'impression d'être en phase avec l'actualité, avec le quotidien. Le paysage politique en Belgique est peuplé de vieux partis qui sont tous nés au XIXe siècle. Sauf les écologues qui sont nés au siècle passé, on espère bien être en tout cas le mouvement ou un des mouvements importants du XXIe siècle, et donc c'est vraiment dans l'actuel, c'est une réalité actuelle. Nous avons l'objectif de prouver qu'on a une compréhension de ce qui est en train de se jouer dans le monde actuel, dans la crise que nous connaissons, qui pour nous est la faillite de la social-démocratie, et nous pensons que nous apportons un message qui est neuf, parce qu'il porte un regard neuf. Il n'est pas neuf au niveau des valeurs, mais il est neuf dans le discours politique tel qu'on le connaît depuis des dizaines d'années, et qui soit également un message d'espoir, parce que la compréhension de la situation permet de réfléchir à son dépassement et à la sortie de la crise. Pour l'instant, quand on regarde autour de nous, on n'entend que la crise, les gens qui fuient le pays, les gens qui s'imaginent qu'on va rentrer dans 20 ans d'un couloir ininterrompu d'horreur, comme si depuis les années 70 on n'en était jamais vraiment sorti,
Non, il y a moyen de dépasser tout ça, il y a moyen de sortir, et les libertariens, ils viennent justement avec un message d'espoir, avec un message de liberté et de retour à la prospérité. Donc voilà la thèse que j'essaierai de défendre aujourd'hui. Je vais d'abord évidemment présenter et définir un petit peu le libertarianisme. Je vais expliquer en quoi la crise que nous connaissons, quelles en sont les causes et en quoi est-ce qu'elles ont été analysées et annoncées par les libertariens et en quoi les libertariens ont eu une réponse. J'essaierai de mettre en évidence que nous sommes dans un changement de civilisation et que le modèle libertarien convient pour la suite. Et enfin, je finirai sur une différenciation, tu en as déjà dit quelques mots, par rapport aux autres traditions politiques du pays, et en particulier, je m'attarderai sur ce qui fait la différence entre le libertarianisme et le libéralisme. Je garderai ça pour la suite, je vais essayer d'être suffisamment long que pour donner matière à débat, et suffisamment court pour que tout le monde ne soit pas endormi avant la fin du débat. Voilà, donc je vais commencer par une tentative de définition du libertarianisme, ce qui est toujours un petit peu bizarre à devoir faire, parce que, en fait, tout le monde sait ce que c'est que le libertarianisme, tout le monde, ou à peu près, est libertarien dans sa vie de tous les jours, tout le monde se conduit exactement comme ce que les libertariens disent qu'il faudrait se conduire. C'est quand vous allez au supermarché, vous payez pour les biens que vous emportez du supermarché. Et si jamais vous volez quelque chose, au moins vous vous cachez et vous n'en êtes pas fier. Ce sont des comportements évidents que la plupart des gens possèdent. Quand vous êtes en rue et que la tête de quelqu'un ne vous revient pas, vous l'évitez, éventuellement vous changez de trottoir, mais vous ne commencez pas à lui demander son nom, son adresse, sa date de naissance, de quel pays est-ce qu'il vient, et à lui demander de décliner son identité. Quand vous voyez quelqu'un qui est devant vous au bon contact, en train de retirer son argent, vous ne penchez pas au-dessus pour voir quel est l'état de ses comptes et pour observer combien est-ce qu'il a d'argent chez lui. Quand vous rentrez chez vous, quand vous devez rentrer chez vous et prendre un taxi, il n'y a personne qui commence par aller voler le premier bonhomme qui croise dans la rue pour avoir de quoi se payer le taxi pour rentrer chez lui. Les gens ne font pas ça, tout simplement. Quand vous ne sautez pas sur des gens qui vous ont rien fait pour aller les mettre au fond de votre cave et les enfermer alors que vous n'avez rien à leur reprocher. Vous ne rentrez pas chez le voisin. Vous ne rentrez pas pour aller lui expliquer comment il doit faire son travail. Vous ne rentrez pas pour aller vérifier quelles sont les lectures qu'il a dans sa bibliothèque. Vous ne rentrez pas pour aller fouiller son frigo, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans son frigo, est-ce qu'il mange gras, est-ce qu'il ne mange pas gras. Et si ce qu'il fait chez lui vous embête, ma foi, vous le niez en rue, vous réduisez vos interactions avec lui, éventuellement vous ne lui parlez plus, mais vous ne commencez pas à aller coller des espèces d'énormes affiches sur ses fenêtres en lui disant « mange 5 fruits et légumes par jour et apprends à sauter et bouger pour maigrir », quoi. Les gens ne font pas ça. Et quand il y a une agression dans la rue, là vous intervenez, parce que ça, on se sent naturellement porté à le faire, il y a un acte réel qui est porté, mais pour le reste, la vie est assez simple, on fout la paix aux autres, quoi. On fout la paix aux gens. Et puis, bizarrement, tous les 5 ans, on vous met dans un isoloir, on ferme le rideau derrière vous, et là, tout d'un coup, les gens changent du tout au tout. Tout ce qu'ils n'auraient jamais fait en rue, spontanément, quotidiennement, qui sait que ça ne se fait pas, tout d'un coup, ils se sentent le droit de le demander, de demander que d'autres le fassent, et de demander que la force publique vienne le faire. Tout d'un coup, on se sent en droit d'exiger des services gratuits. Tout d'un coup, on se sent en droit de demander que l'État espionne pour notre compte toutes les télécommunications. Tout d'un coup, on se sent en droit de confisquer les biens du voisin, d'aller remplir un petit bulletin en disant « Ah, moi je veux qu'on prenne 10% à celui-là, 15% à celui-là, il faut aller lui prendre, il faut aller voir combien, ça dépend un petit peu. » Hop, on y va. Tout d'un coup, on se sent en droit de dire qu'il faut incarcérer des gens qui vous ont rien fait, que ce soit les drogués, que ce soit des immigrés sans papier, qui sont là tranquillement, et qu'on doit leur sauter dessus, qu'on doit envoyer, leur mettre des menottes et les envoyer à Stenokerzeel dans un centre fermé. Tout d'un coup, on commence à voter pour des gens qui promettent des politiques de rééducation des gens, où on va leur dire ce qu'ils doivent manger, où on va leur dire comment ils doivent vivre, quel doit être leur mode de vie, quel genre de relation ils doivent avoir avec leurs femmes. Tout d'un coup, on vote pour des gens qui promettent de mettre les autres au pas, et d'organiser la production, et de décider qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui ne se vend pas, et comment est-ce que ça doit être produit. C'est assez extraordinaire comme phénomène quand on y pense.
tout d'un coup, comment le fait qu'on vous a dit vous avez le droit de voter, tout d'un coup, là voilà, hop, des choses que vous feriez jamais quotidiennement, tout d'un coup, vous vous sentez en droit de les faire. Il n'y a personne dans cette salle qui irait arrêter une dame d'origine musulmane pour lui arracher son foulard. Personne ne ferait ça dans la rue. Personne. Et puis, dans un isoloir, oui, il n'y a pas de problème pour aller demander aux flics de faire une loi qui interdit le port de tenues vestimentaires religieuses en rue. Là, tout d'un coup, on y va. Tout d'un coup, des choses qu'on sait bien, qui ne sont pas notre vie, qui ne sont pas nos affaires, tout d'un coup, là, on a l'invocation d'un don mystérieux qui vient, un nom majestueux, divin, tout-puissant, l'État. L'État, voilà. L'État est là. L'État, il a le droit. Moi, j'ai pas le droit, mais l'État, il a le droit. L'État, il peut faire tout ce qu'il veut. Il a tous les droits. Et au nom de quoi, je veux dire, quand on vivait... au nom de quoi est-ce que l'État, il a tous les droits? Ce sont des êtres humains. Moi, je dis pas quand on était en Égypte ancienne et qu'on pensait que le pharaon était une incarnation de Dieu, ou le grand Inca, ou je ne sais pas quoi. Oui, à ce moment-là, effectivement, si c'est Dieu, on peut éventuellement concevoir que s'il est Dieu, il a le droit d'arrêter des gens qui ne lui ont rien fait et de le mettre en prison. Mais c'est fini, ça. Il n'y a plus personne qui pense ça chez nous. L'État, c'est vous, c'est moi. Ce sont des gens comme vous et moi, ce sont des êtres humains. C'est des gens, et oui, ils mettent un joli costard et ils vont siéger dans un hémicycle avec plein de jolis décors. Mais l'un dans l'autre, ce sont des êtres humains qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que n'importe qui, et qui n'ont pas le droit de s'ériger en la possibilité d'avoir une action. D'où ça leur vient? D'où ça leur vient, ce droit? Ça leur vient. Alors historiquement, on peut l'établir. Historiquement, ça vient du fait qu'on s'est arrogé la souveraineté, qui était une caractéristique du roi, qui était lui-même un travail idéologique autour du vainqueur des invasions franques, qui se sont installés, qui ont commencé à piller le pays, puis à un moment donné, ils ont décidé qu'ils allaient inventer une théorie en rapport avec Dieu, machin, etc., qui allait justifier le fait qu'ils pillaient le pays régulièrement, et quand on a coupé la tête du roi, on a dit, le souverain, finalement, c'est le peuple. Ben non, le précédent, il n'était pas légitime pour voler le pays, le peuple n'est pas plus légitime pour envoyer des délégués faire le même travail à sa place. Le libertarianisme, c'est ça, c'est refuser la fiction autour de cet État, de cette souveraineté d'un État qui aurait le droit de faire tout et n'importe quoi, de façon limpide. Ce que nous disons, c'est qu'on n'a pas le droit de déléguer un droit que nous ne possédons pas. Si je n'ai pas le droit d'emmerder mon voisin, d'aller lui voler son argent, de décider comment il doit s'habiller ou comment il doit vivre, je n'ai tout simplement pas le droit de déléguer cela à une autre autorité. Et à l'exception de ce jour du vote où les gens se mettent à se dire qu'ils ont tous les droits et qu'ils peuvent demander à peu près n'importe quoi, la plupart du temps, les gens se comportent comme des libertariens. Il y en a quelques-uns qui ne partagent pas ça, mais bon, 80% du temps, les gens se comportent de façon assez normale et spontanément dans le respect des droits. En termes plus académiques, on parle du libertarianisme comme étant une théorie qui défend les droits naturels. Donc, je vais revenir quelques instants sur la question des droits naturels. Les droits naturels, c'est une théorie juridique qui remonte assez loin, qui trouve ses origines du côté de l'Empire romain, enfin du droit romain d'ailleurs, je ne sais même pas si ça date de l'Empire, à mon avis ça date d'avant, et qui connaît des évolutions et qui va marquer profondément la philosophie du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française, des révolutions américaines également, qui consiste à dire que chaque individu est porteur de droits de par sa simple existence d'être humain, et que ces droits lui sont naturels, c'est-à-dire qu'ils découlent de sa nature d'être humain. L'être humain se caractérise par sa capacité à la raison, par sa capacité à faire des choix libres, guidés par la raison. Et bien, cette caractéristique spécifique doit être l'origine du droit. Il faut, dans cette philosophie, on ne peut pas trouver un fondement suffisant dans la coutume, par exemple. Le fait que ça a été fait pendant 1000 ans d'une certaine façon ne permet pas de justifier rationnellement l'existence de ce droit. Il y a des théories un petit peu mixtes entre les deux, mais enfin,
Grosso modo, c'est comme ça qu'on l'entend. On ne peut pas fonder le droit sur la révélation divine. On ne peut pas fonder le droit sur la volonté du chef. Ce sont d'autres théories du droit qui existent, qui ont donné le droit coutumier anglais, qui ont donné le droit divin, et la volonté du chef, qui ont donné toutes les horreurs du XXe siècle. Donc, mais les libertariens font le choix de défendre cette théorie du droit naturel qui consiste à dire vous êtes naturellement libre et rationnel, vous savez gérer votre vie, vous pouvez décider de ce que vous faites. Et vous êtes également des êtres matériels. C'est-à-dire que la liberté n'est pas quelque chose qui se conçoit dans l'ordre de la spiritualité, c'est quelque chose qui se conçoit dans la matérialité, qui a un rapport avec la possession des faits. Et donc il y a une propriété légitime qui est l'autre face de la liberté. On ne peut pas prétendre être libre si on ne donne pas en même temps les moyens, pardon, je m'excuse, si on n'offre pas juridiquement la possibilité d'exercer cette liberté dans le monde matériel à travers la notion de propriété. Donc pour les libertariens, la liberté et la propriété sont les deux faces d'une même médaille, qui sont les droits naturels. Il y a, c'est explicitement cité à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que les droits naturels sont la liberté, la propriété pour la raison que je viens d'expliquer, et deux autres qui sont en fait les facettes d'une même réalité, qui sont la sûreté et la résistance à l'oppression. C'est-à-dire que non seulement vous avez ces droits, mais en plus vous avez le droit de faire respecter ces droits. C'est un petit peu tautologique, mais c'est important de rappeler, parce que c'est essentiel dans le mouvement libertarien, que la résistance à l'oppression est également un droit naturel. Ça ne s'arrête pas à la liberté et à la propriété, c'est également la capacité à refuser l'oppression et à se battre contre l'oppresseur. C'est une vision assez modeste du droit, parce que c'est une vision du droit qui consiste à s'intéresser au process. C'est-à-dire qu'on juge si une réalité est conforme au droit en fonction du parcours qu'elle a suivi. Est-ce qu'on a laissé les parties libres de contracter et d'échanger volontairement leur propriété, et la sortie n'est pas susceptible d'un jugement juridique. C'est-à-dire l'état final auquel le système arrive, si le processus a été respecté de liberté et d'échange et de commerce pacifique entre les individus, ce qui en sort est nécessairement équitable, en tout cas en termes de droit. C'est donc une vision modeste qui s'oppose très fort à quelque chose qu'on entend sans arrêt, qui est le fait d'avoir un modèle de société. Voilà, il y a des tas de gens qui ont un modèle de société, qui nous demandent quel est votre modèle de société. Moi, je n'ai pas de modèle de société. Un modèle de société, c'est un type qui, sur un tableau noir, commence à dessiner des petites cases avec des bonshommes dedans et qui se dit qu'il va déplacer les cases ici, les déplacer là, que ça va être plutôt comme ceci parce que son bon vouloir est tel et que ses valeurs morales sont celles-là. Eh bien, le libertarianisme refuse absolument cette logique. C'est-à-dire, on n'est pas dans une logique où on dessine un objectif en termes sociaux et sur lequel on va calquer le droit pour atteindre cet objectif. On est dans une logique où on va définir de façon interne la validité d'un échange, la validité d'une action, la validité juridique, et c'est cela qui doit être protégé, ce n'est pas le système sur lequel on aboutit à la fin. Depuis facilement 70 à 80 ans, le droit a changé tout à fait de visage et est devenu un instrument de construction justement d'un modèle de société qui est le modèle social-démocrate qu'on connaît aujourd'hui. C'est, à notre sens, une vision extrêmement orgueilleuse. Il y a un livre de Hayek qui s'appelle « La présomption fatale ». La présomption, c'est le fait de se croire plus fort, de se croire supérieur, de croire qu'on est habité d'une capacité à agir sur le social, et qui explique très bien, effectivement, combien cet orgueil dans la construction d'un modèle de société va amener de dérèglements, finalement, qui vont conduire à la nécessité soit de développer une violence étatique de plus en plus grande pour maintenir le système de société où on essaye de forcer les gens de rentrer, soit à dégénérer dans une catastrophe prévisible, qui est la situation que nous connaissons pour l'instant.
c'est la situation que nous connaissons pour l'instant. Le modèle, l'analyse que nous faisons aujourd'hui de la crise, c'est que le modèle de la social-démocratie, avec les mutations qu'il a connues, mais qui est grosso modo le modèle qui s'impose à nous, en tout cas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et même depuis l'entre-deux-guerres, est en train de s'essouffler. On a acheté la fidélité des gens. Les gens ne sont pas très attachés aux structures. Ils ont tous l'impression que soit c'est du tout capitalisme, soit du communisme. Il n'y a personne qui a vraiment... Il n'y a pas eu de travail vraiment idéologique pour accrocher les gens à l'État, et on les a achetés en leur garantissant des progrès du bien-être matériel systématique. Et donc on a eu besoin d'argent systématiquement, de développer des droits, ce qu'on a appelé des droits acquis, en termes monétaires, en termes de pensions, en termes d'allocations diverses, en termes de fourniture de services, pour attacher les gens. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où les États sont en faillite. Ils ont été jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient inventer, qui est la totale flexibilité monétaire qui a amené le drame des subprimes et toute la suite. Et ce modèle-là est épuisé. Donc je vais revenir un instant sur la crise, montrer en quoi ça rentre dans un développement du crédit qui était tout à fait malsain, et comment on peut en sortir. Ensuite, je montrerai comment, malheureusement, la situation actuelle pousse à sortir du modèle social-démocrate par un renforcement des contrôles et des atteintes à la liberté individuelle, qui est l'autre branche sur laquelle il faut absolument se battre. On ne peut pas se limiter aux questions économiques. La crise des subprimes, c'est assez surprenant, parce que finalement, ça s'est présenté comme un événement extraordinaire, imprévu et tout ce que vous voulez. Et pourtant, c'est le cas particulier d'un modèle général qui est extrêmement bien connu de l'école autrichienne et qui a été décrit par Mises, qui est le duc von Mises, dans l'Action humaine dès avant-guerre, sur l'explosion progressive du crédit et les crises qui en surviennent quand on relâche le crédit. La situation aux États-Unis, alors ici c'est un public quand même relativement jeune, on va revenir sur le détail des subprimes parce que c'est pas sûr qu'à 17 ans, c'était quand même il y a 5 ans, vous ayez suivi tout en détail sur ce qui se passait sur les marchés financiers. Mais les libertariens ont annoncé, au moins dans le grand public, il y a un livre de Bonner qui est paru en 2005, qui était un livre grand public, qui a été publié en français aux Belles Lettres, où on expliquait on s'attend à la plus extraordinaire crise économique qu'on ait connue depuis longtemps, parce que, et où il dénonce la bulle sur l'immobilier, les prêts immobiliers à taux variables, le fait que les obligations d'État vont devenir des obligations pourries, et sa conclusion étant qu'il fallait acheter de l'or. Et ceux qui ont lu le livre et qui ont suivi ses conseils en 2005 ne peuvent que s'en féliciter. Donc, revenons sur la crise des subprimes. La crise des subprimes, elle prend son origine dans une bulle immobilière provoquée aux États-Unis volontairement par la Federal Reserve. À l'époque, George Bush doit financer sa guerre en Irak, qui est un délire financier complet. Il part en Irak, il n'a pas un bal en poche, et il doit le financer exclusivement par le crédit. Et pour asseoir la possibilité d'avoir accès au crédit, on fait volontairement monter les actifs du pays par une politique monétaire laxiste qui entraîne une bulle immobilière où le prix des maisons semble ne pas connaître de fin dans leur explosion. Constatant cela, une série de mécanismes et d'acteurs de marché se mettent en place pour proposer des prêts immobiliers revolving, c'est-à-dire que vous empruntez, cette année votre maison vaut 100 000 $, vous empruntez 100 000 $, vous ne devez même pas me rembourser quoi que ce soit, l'an prochain elle vaudra 150, et bien on reprendra un crédit de 150, et donc vous avez touché, il vient d'expliquer aux propriétaires, vous avez touché 100 cette année, vous toucherez 150 l'an prochain, et puis comme de toute façon le prix des maisons va continuer à monter jusqu'au ciel, il n'y a aucun risque à prendre ces prêts immobiliers, et on fait des prêts immobiliers à taux variable qui sont basés sur les taux de la Federal Reserve. Les prêts subprimes sont ensuite travaillés par les petits génies de Wall Street et par les banques
les grosses banques américaines, les banques comme Goldman Sachs, mais surtout Bank of America et d'autres du même genre, pour faire ce qu'on a appelé une titrisation, c'est-à-dire qu'on mettait toutes les obligations, pas les obligations justement, créer une obligation dans laquelle on mettait les prêts immobiliers, et on vend ces obligations qui se répandent progressivement partout dans le milieu bancaire. À un moment donné, la Federal Reserve se rend compte que sa politique à taux bas est en train d'avoir aussi des problèmes. Il commence à remonter les taux, d'autant plus qu'il y a une croissance économique qui semble apparaître, et à ce moment-là, les banques centrales sont supposées remonter les taux. Au moment où on remonte les taux, tous ces prêts hypothécaires se mettent à augmenter, vu que c'était des taux variables, et une série d'acteurs commencent à faire défaut, de façon tout à fait prévisible, vu qu'on avait prêté à des gens qui n'avaient pas un bal en poche. Des acteurs font défaut, et on commence, les banques saisissent les maisons et commencent à les vendre. Mais le problème, c'est que l'arrivée sur le marché de grandes quantités de maisons à vendre a l'effet immédiat de déstabiliser le marché et de faire éclater la bulle immobilière. Résultat, vous avez à la fois la hausse des taux et l'arrivée sur le marché de nombreux biens immobiliers qui font exploser la bulle immobilière, et tout d'un coup, tout le monde se met à faire défaut. Et à un moment donné, il est économiquement, même pour un bourgeois, un petit bourgeois qui a un gros prêt, il est plus logique d'abandonner, de garder le pognon, de plus de l'essayer de le rembourser, et de laisser sa maison qui a perdu de la valeur à la banque. Et donc, une série de gens font même défaut volontairement à un moment donné en se disant bah, tant pis, la maison a perdu de sa valeur, moi j'ai pris l'argent, je me suis bien amusé avec, je vous laisse la baraque. Et il y a une crise au niveau de l'immobilier, avec des fonds qui font faillite et avec des obligations où on se doute bien qu'elles ne vont pas pouvoir avoir le rendement qu'on leur a promis. Le problème, c'est que ces obligations, elles sont parties. On ne sait plus qui les contrôle, et que les banques se disent à chaque instant, la banque en face de moi peut faire faillite, donc je ne lui fais plus crédit. Et le drame arrive au moment où se gèle le marché interbancaire. C'est-à-dire qu'en tant que tel, ce n'est pas le crash immobilier qui a entraîné la crise qu'on connaît, c'est le gel du marché interbancaire. Et on reviendra sur ce point, parce que c'est extrêmement important de comprendre comment le fonctionnement actuel des banques génère un risque systémique aussi monstrueux et qui peut y avoir des conséquences supérieures. Signalons, je signale quand même tout de suite qu'il y a une série de gens qui disent que les banques ont fait ça pour s'en mettre plein les fouilles. Alors individuellement, il y a bien entendu des tas de gens qui s'en sont mis, mais ce qui représente la valeur réelle pour quelqu'un chez Goldman Sachs ou dans une banque, c'est le cours de son action quand on est actionnaire chez Goldman Sachs. Et la crise, au pire moment de la crise, l'action Goldman Sachs, j'ai été encore voir tout à l'heure parce que j'en ai un peu assez qu'on dise que Goldman Sachs a tout organisé dans le but de s'enrichir, elle avait perdu 75% de sa valeur. Aujourd'hui, elle est encore 30% plus faible qu'avant l'éclatement de la crise, et je peux vous dire que les gens qui sont les propriétaires de Goldman Sachs, ils auraient eu tout intérêt à ce que ça ne se produise pas. Ensuite, sur la crise des subprimes, est venue se greffer ensuite la crise de l'euro, la crise des obligations. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau de la crise de l'euro, c'est exactement la même situation que dans la crise des subprimes. C'est-à-dire, on a une baisse artificielle des taux d'intérêt qui a été organisée par l'instauration de l'euro. L'instauration de l'euro fait que la Grèce trouve des taux d'intérêt comme si elle était l'Allemagne. Il y a une convergence des taux d'intérêt qui fait qu'on prête à la Grèce comme si la Grèce était aussi solvable que l'Allemagne. J'ai un ami qui vit en Grèce, qui s'est installé là, il a marié. C'est absolument incroyable ce qui se passait. Les mecs, il faut vous imaginer chez vous, la banque qui vous téléphone en vous disant « Ah, vous allez bien, vous n'avez pas envie d'acheter une nouvelle cuisine ou une nouvelle panière, allez, on a de l'argent à distribuer, si vous êtes dans tous les critères, venez, prenez un prêt pour vous acheter, il n'y a rien, vous risquez rien. » C'est exactement comme quand on allait faire des prêts sur les subprimes aux États-Unis. Le pays organise des Jeux Olympiques qui ont coûté une fortune, où il n'y a pas eu la moindre réflexion sur la rentabilisation ultérieure des infrastructures. Bref, les mecs se baignent dans le pognon qui leur arrive de toutes parts parce qu'on les a laissés rentrer dans l'euro.
entrée dans l'euro qui a été faite pour des raisons politiques, vu que on savait que les comptes de la Grèce étaient truqués. Et puis, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Les obligations de l'État grec sont partout dans le système européen. À un moment donné, la crise arrive, il y a un ralentissement de l'économie mondiale. L'État grec n'est plus capable, semble en tout cas ne plus être capable d'honorer ses dettes, et il y a une rupture de la liquidité qui arrive vers la Grèce, un risque de défaut, la mise en œuvre de toutes sortes de plans d'action au niveau européen, et au final, il y a de nouveau le marché interbancaire qui se gèle, parce qu'on ne sait pas où sont les titres, parce qu'on ne sait pas qui les a, et parce qu'on ne sait pas quel est le risque que court chaque banque. Donc dans les deux cas, on est face à la même situation. On prête à des gens qu'on sait être incapables de rembourser. C'est déjà, on est supposé être dans un système capitaliste où les gens sont guidés par le gain. Alors il y a des fraudes dans tout le système, surtout dans les subprimes, il y a eu une série de fraudes commerciales qui ont eu lieu, mais enfin, en gros, ça, on sait quand même qu'on est en train de prêter à des gens qui n'ont pas les moyens de rembourser, et au moment où ces gens n'arrivent pas à rembourser, ben, ce qui était prévisible, le système s'écroule. Donc il faut quand même se demander dans quel système on fonctionne pour qu'on en soit à cette absurdité de prêter à des gens qui ne savent pas rembourser, et en même temps de mettre sa propre vie en danger en prêtant à des gens qui ne savent pas rembourser. C'est la question qui est sous-jacente à cela, c'est les modes de création du crédit actuel. C'est-à-dire que le système actuel a besoin, et vous l'entendrez souvent à la radio si vous écoutez, a besoin d'être alimenté sans arrêt en création de masse monétaire. Sinon, on a de la déflation. Donc, comme toutes les banques centrales du monde vous le disent à longueur d'année, il faut qu'il y ait un petit peu d'inflation. Un petit peu d'inflation, c'est nécessaire. Si on a une déflation, c'est la catastrophe. Or, la création de la masse monétaire ne se fait pas tellement au niveau des banques centrales, mais se fait dans les banques par un mécanisme qu'on appelle la réserve fractionnaire. C'est un point sur lequel les libertariens vont essayer de conscientiser les gens. La réserve fractionnaire est un délire, c'est une fraude économique majeure qui consiste à prétendre que votre argent est dans la banque alors qu'il n'y est plus, et surtout qu'il a été proposé à plein d'autres personnes en parallèle. Normalement, quand on parle d'une banque de dépôt, et avec la discussion qu'il y a eu encore hier avec Kuhn Gaines, vous entendez sans arrêt parler de banque de dépôt, ce qui est un mensonge commercial. Dans une banque de dépôt, vous venez déposer votre argent comme dans un coffre, et votre argent est là, il est conservé, vous payez pour ça. Il y a des banques qui offrent encore ça. C'est assez rare, mais ça existe encore. Vous payez, ne serait-ce qu'en prenant un coffre dans votre agence bancaire, et l'argent est en dépôt. Aujourd'hui, quand vous faites, soi-disant, un dépôt sur votre compte, en fait, vous faites un prêt à court terme à la banque qui va conserver une partie. Parce qu'ils ont fait des tas de calculs très savants qui leur permettent de dire qu'il n'y a aucune chance que tout le monde vienne chercher son argent en même temps, et que donc, en fait, je n'ai besoin que de garder quelques pourcents de votre épargne, et le reste, je peux le prêter. Alors quand je vous dis, vous avez le droit de garder 10% et le reste de le prêter, vous imaginez, je vais déposer mes 500 € à la banque, ils vont garder 50 € et ils vont prêter les 450 autres, je ne sais pas, pour un achat immobilier, pour une entreprise, enfin, il y a quelque chose derrière où sur le long terme, je peux quand même récupérer ces 450 € même s'ils ne sont pas directement dans la banque. En fait, non. En fait, ça, c'est du gain petit de conserver les 10%. Ce qui est mieux, c'est de conserver les 500 €, de considérer que ça fait 10% d'une grande somme qui est 5 000 €, qui est totalement fictive, qu'on crée de nulle part, et avec lequel on va accorder des prêts hypothécaires et des prêts à l'entreprise, et avec lequel on peut acheter des produits dérivés également chez Goldman Sachs. Donc là, on est en fait en train de dire qu'au départ, vous avez un billet de 500 € et qu'on a créé là-dessus 5 000 € grâce à ça. Et que ces 5 000 € sont dans le système économique, sont de la masse monétaire qui vont agir sur les prix et qui vont avoir un effet d'inflation. Le drame de cela, c'est que si jamais on vient prendre ne serait-ce qu'une petite partie de cet argent dans la banque n'a plus les liquidités pour suivre. Elle doit commencer à détruire tous ses prêts. Et donc elle devient absolument dépendante du marché interbancaire et de la nécessité de prêter de l'argent en cercle entre les banques.
Parce que chaque fois que vous sortez, vous, de l'argent, en fait, c'est pour aller payer chez le boulanger, et le boulanger, il est dans une autre banque. Donc, en fait, il ne faut pas faire bouger l'argent, il suffit à la fin de la journée que les banques acceptent de dire, bon, ben, toi, tu as plus autant, moi, j'ai moins autant. L'argent n'a pas vraiment quitté le système. Le deuxième problème du système, c'est au moment où on commence à rembourser les prêts. A priori, dans un système, quand vous faites un prêt, c'est pour qu'il soit remboursé. Mais quand vous créez le prêt, vous créez de la monnaie. Donc vous créez de la masse monétaire, donc vous créez de l'inflation. C'est bon pour un système où on vous demande d'avoir de l'inflation. Quand vous remboursez votre prêt, vous détruisez de la monnaie. Donc vous réduisez la masse monétaire, donc vous créez de la déflation. Et quand vous rentrez en déflation, les États se retrouvent le bec dans l'eau parce qu'ils sont surendettés. Donc la déflation est la pire chose qui puisse arriver dans le système actuel. Et donc, il est absolument indispensable de continuer sans cesse à faire croître la masse monétaire. Même si on se contentait de maintenir le niveau des crédits, il y aurait une stagnation de la masse monétaire, et donc il y aurait un ralentissement de l'inflation, on serait bien en dessous des 2% que la BCE demande, et le système va mourir de lui-même. Et donc, on est dans un système qui a besoin systématiquement de création de crédit, quitte à aller créer du crédit dans des situations où on sait bien qu'il ne va pas être remboursé, qui sont les subprimes, qui sont la Grèce, qui sont toutes sortes de projets totalement impossibles à maintenir, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui commence à plus rembourser, c'est les subprimes, parce que le marché du crédit, comme tous les marchés, il y a une limite physique. Il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui soit prêt à acheter, qui soit prêt à continuer à entretenir le système. Et à un moment donné, il rencontre une limite physique. Et la limite physique, on est en train de la rencontrer pour l'instant. Vous pouvez les entendre à la radio, ils sont en train de hurler, il faut absolument que les banques fassent plus de crédit pour relancer l'économie. Mais les entreprises ne viennent plus demander, les bonnes entreprises, celles qui sont saines, ne viennent plus demander du crédit. Bien sûr, il y a ceux qui sont toujours dans des problèmes de trésorerie, qui sont des entreprises qui ne sont pas saines, qui aimeraient bien continuer à avoir du crédit, mais qui n'obtiennent pas leur crédit parce que les autres n'ont pas envie de leur donner en face. Donc on est dans un problème où il y a un dégonflement du crédit qui est en train de se mettre en place. Et la solution qu'on a trouvée aujourd'hui pour résoudre, enfin depuis quelques années pour résoudre, c'est un gonflement des dettes d'État. Parce que la dette d'État, ça compte comme un crédit immobilier, comme dans tous les crédits. Et donc vous avez pour l'instant un dégonflement du crédit chez les privés et une explosion du crédit par l'État. Mais c'est un système dont tout le monde sait qu'il n'est pas tenable. Tout le monde sait que ce n'est pas possible de continuer à exploser la dette de l'État belge, où on va se retrouver tous dans la situation de la Grèce ou de Chypre. Il y a donc un moment donné où il va falloir apurer tout ce mauvais crédit. Et l'apurement de ce mauvais crédit, ça s'appelle des faillites en chaîne, ça s'appelle un crash déflationniste. C'est ce contre quoi ils sont en train de se battre aujourd'hui à la BCE. Le problème, c'est que se battre contre cet apurement du mauvais crédit, c'est essayer de maintenir un système qui est mort, qui est un système mort-vivant, qui a atteint ses limites. La proposition du Parti libertarien, et ce pourquoi on s'est mis en place, c'est d'essayer de faire passer ce discours dans le public, d'essayer de faire comprendre comment la situation de la dette actuelle ne se présente plus de la même façon que dans les années précédentes, parce que justement on est arrivé aux limites physiques de l'expansion du crédit, et qu'il va falloir accepter et passer par ce crack déflationniste. Je vois que je suis en train de beaucoup parler, j'irai un petit peu plus vite sur la suite. On va devoir passer par ce crash déflationniste. Alors qu'est-ce qu'on propose? La première chose, c'est qu'il faut accepter de solder le passé. Et solder le passé, ça veut dire faire une annulation de la dette publique belge. Évidemment, c'est un événement qui va être avec certaines conséquences. Donc, le secteur bancaire a vite tendance à considérer que ça va être la fin du monde et à présenter ça comme la fin absolue du système occidental de la civilisation, et qu'après on va se retrouver comme dans Walking Dead avec des zombies autour de nous. C'est pas le cas, ça est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité que des États, c'est arrivé même très souvent que des États fassent faillite et renoncent à leurs dettes, mais c'est vrai que pour les banques qui ont prêté, c'est clairement pas une bonne chose. Donc il va falloir avoir des mécanismes de mise en faillite des banques. Pour ça, aujourd'hui on pratique des bail-out. On propose une solution sur les banques systémiques qui sont des bail-in, qui est un système un petit différent qui consiste à faire prendre les pertes par les créanciers de la banque plutôt que par les citoyens. Les actionnaires sont bien entendu rincés
dans l'histoire, et vous comprenez bien que les actionnaires des banques, ils n'ont pas trop envie d'entendre parler du système. Eux, ce qu'ils aimeraient bien, c'est qu'on continue à payer des impôts toute notre vie, pendant 30 ans, et je parle ici à des étudiants, ça veut dire jusqu'à la fin de votre pension, hein, jusqu'au jour où vous atteignez votre pension, que vous allez devoir payer si vous avez l'intention de rembourser cette putain de dette publique. Donc, première chose, il va falloir solder le passé, parce qu'on ne va pas savoir modifier le système avec le boulet au pied qu'on a qui est la dette publique. Deuxième élément fondamental dans un processus pour revenir à une croissance saine, c'est de mettre fin à ces jeux monétaires qui sont basés sur du vent. Et pour ça, il y avait un système qui ne marchait pas trop mal, qui était l'étalon or. Alors, il y a moyen de restaurer l'étalon or. On propose également d'instaurer une liberté et une concurrence au niveau de la production monétaire, qui sont des solutions alternatives, où finalement, simplement, on n'empêche pas autre chose d'émerger qu'une référence or. Et il y a un truc pour l'instant qui est en train d'émerger, c'est Bitcoin. Il y a tous les théoriciens qui parlent de l'étalon or, maintenant ils sont emmerdés parce qu'il y a Bitcoin, qui est presque aussi bien que de l'or, c'est pas tout à fait la même chose, ça fonctionne très différemment. On a encore du mal à voir exactement où ça va, mais enfin, il y a eu une idée, il y a un projet, il y a quelqu'un qui a proposé, rien n'empêche une entreprise, une banque privée de se lancer et de proposer de couvrir la monnaie qu'elle vous donne en billets par des stocks de Bitcoin. Et puis c'est à vous de voir si vous avez confiance ou pas dans les stocks de Bitcoin. Est-ce que vous préférez une banque qui vous propose une réserve en or, une banque qui vous propose une réserve en Bitcoin, avec un panier de devises? Enfin, on peut imaginer plein de systèmes. Il faut laisser de la créativité, comme dans tous les secteurs économiques. La créativité va permettre de faire apparaître des solutions auxquelles aucun planificateur n'avait pensé auparavant et qui vont permettre éventuellement de rencontrer d'abord des marchés de niche et puis progressivement le grand public. Et enfin, il faut une politique de libéralisation radicale de l'économie pour amortir justement le coût du crash déflationniste vers lequel on va. Dans un crash déflationniste, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises font faillite les unes après les autres, parce que le premier est inscrit en créance au suivant, les prix se baissent, les entreprises, c'est ce que Schumpeter décrit dans La destruction créatrice et le rôle de l'entrepreneur, les entreprises lâchent sur le marché des quantités de facteurs de production, ce qui se présente comme étant du chômage malheureusement, mais également des machines, des stocks qui sont vendus à prix cassé, etc. Et il faut à ce moment-là susciter la possibilité d'apparition de nouveaux entrepreneurs qui vont justement pouvoir profiter de ces soldes, je dirais, sur les facteurs de production pour lancer de nouveaux projets et recréer une nouvelle dynamique. C'est ce processus, on en détruit pour ressortir plus fort par la suite. Et ça, plus vous avez un système social qui est cadenassé, où on empêche l'innovation, où on empêche l'entrepreneuriat, où on limite la créativité, la flexibilité dans les contrats, plus ce mécanisme de redémarrage va être difficile. Et on se traîne, et à ce moment-là, des crises pendant 20 ou 30 ans. Donc, il faut que ces trois étapes arrivent en même temps, et ces trois étapes, c'est la mise en faillite du système étatique actuel, qui est une collusion banque-État. Les libertariens, non seulement ont cette analyse, mais ils insistent également de façon extrêmement importante que dans ce processus, évidemment, les libertés individuelles doivent être protégées au plus haut point. Parce qu'il y a des processus de faillite en cascade, on en a aussi connu dans les années 30, et on a cru qu'on allait s'en sortir en abandonnant le libéralisme, et on a expérimenté le communisme et le nazisme, et on a vu ce que ça a donné. Je crois que c'est une bonne chose d'essayer d'éviter que ça se reproduise. Donc il faut regarantir les libertés individuelles, c'était au cœur du projet libertarien, en refusant le contrôle à tout va qui est en train de s'installer aujourd'hui au nom de la lutte contre la fraude fiscale et au nom du bien-être économique, de tout ce que vous voulez. On est en train de fliquer la société de part en part. Il n'y a plus aucune limite à ce que l'État peut regarder et peut exiger. Il faut revendiquer nos libertés face aux pulsions actuelles d'hygiénisme forcé qui sont en train d'arriver, où on veut que au nom de la sauvegarde de la sécurité sociale, vous n'avez plus le droit de fumer, vous n'avez plus le droit de manger gras, vous n'avez plus le droit de mâcher du carambar, vous n'avez plus le droit de rien faire. Et il faut éviter la fermeture de l'Europe sur elle-même et le retour des protectionnismes
et du racisme qu'on est en train de connaître un petit peu partout, sous prétexte que la cause de nos malheurs viendrait nécessairement de l'étranger, ce qui est une façon commode de camoufler le fait que nous sommes les premiers responsables du crash qui est en train d'arriver, parce que, et surtout la génération sortante en est responsable parce qu'elle a financé à crédit l'ensemble de sa vie. Et au contraire, l'ouverture des frontières et l'accueil de nouveaux entrepreneurs étrangers sera une possibilité de relancer l'économie après le crash déflationniste qu'on va connaître. Voilà ce que je voulais dire sur le programme et sur notre perspective. Je crois qu'avec ça, on a déjà beaucoup d'éléments pour ouvrir un débat. Je voudrais revenir sur la question de la différence avec les autres courants, et en particulier avec le libéralisme. On va essayer de ne pas tomber dans l'évidence. C'est-à-dire, si je vous dis qu'on est différent du socialisme, je crois que tout le monde l'aura perçu. Mais ça serait un peu dommage de se limiter à cela, de se limiter à une caricature de ce qu'est le socialisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait une double idée dans le socialisme, dont l'une était que la centralisation et la planification économique allaient permettre un système économique plus efficient que le capitalisme. De ce point de vue-là, je crois que historiquement, on a vu que c'était totalement inefficient. Ça avait déjà été annoncé. En l'absence de prix et d'un mécanisme de prix qui transfère l'information, on n'arrive pas à organiser de façon centrale l'économie aussi efficacement que quand on laisse faire les acteurs de façon décentralisée avec un transfert d'informations par les prix. Mais il y avait une idée qui était également présente dès l'origine du socialisme, et qui malheureusement, on l'entend beaucoup moins. Parce que malheureusement, j'ai l'impression qu'au Parti socialiste en particulier, on a gardé ce qu'il y avait de pire dans l'idée socialiste, et on n'a pas gardé ce qu'il y avait de bon. Il y avait aussi l'idée qu'il y allait y avoir une émancipation progressive des gens à travers l'innovation technique. Que l'innovation, que le progrès de la technique, que le progrès de la production allait permettre de créer des conditions matérielles d'émancipation de la classe ouvrière, mais je trouve que c'est un peu dommage de limiter ça à la classe ouvrière. C'est l'émancipation de tout le monde. Ça, c'est une idée, je crois, bizarrement, parce qu'on a tendance à demander si les libertariens sont d'extrême droite ou quoi, même si on se fait traiter d'extrême gauche à chaque fois qu'on parle avec un type de droite. Et il y a ça dans le libertarianisme, cette idée que l'homme, le meilleur de l'homme, va pouvoir se révéler à travers l'amélioration aussi des conditions matérielles, que ça participe des deux. Et qu'aujourd'hui même, cette idée-là est mise en danger par une peur par rapport à l'innovation technique, par un appel à la prudence permanente, et c'est dommage. Et donc là, nous avons par contre un point commun avec la gauche. Les différences avec la droite. Et je n'introduis pas les libéraux dans la droite, je viendrai sur les libéraux par la suite. Les différences avec la droite, bon, ben d'abord, les différences, elles sont évidentes, entre autres, en matière de valeurs morales, je veux dire, et en particulier dans le discours anti-immigré permanent qu'on trouve à droite, qui fait de l'immigration, islam, insécurité, un grand package où on met tout ensemble, on mélange bien, et ça devient du grand n'importe quoi. Les libertariens sont ouverts à l'innovation dans les modes de vie, sont ouverts à la coexistence de cultures différentes côte à côte. La grande aspiration libertarienne, c'est le cosmopolitisme. Cette vieille notion, ce mot tellement beau qui est tout le temps... La seule qui utilise encore le mot cosmopolitisme, c'est Marine Le Pen pour cracher dessus. Mais c'est cette idée géniale d'une ville-monde comme ça, où il y a des gens un peu partout qui viennent, qui sont à la fois capables de vivre avec leurs traditions, mais d'être en contact commerciaux avec les autres, et qui crée cet enrichissement, et qui permet à tout le monde de trouver ce qu'il y a de mieux sans jamais s'annuler soi-même. Donc à ce niveau-là, on a une grande opposition avec la droite. On va aussi avoir une opposition, et ça je vous invite à y faire plus, sur la notion même de liberté, à faire plus attention, parce que c'est un discours néoconservateur qui est en train d'infiltrer les milieux libéraux, et auquel il faut faire très très attention, c'est qu'ils vont prétendre, c'est le discours sur la liberté qu'on entend aujourd'hui à droite, c'est l'idée que la liberté serait un acquis culturel. C'est-à-dire que ce qui fait qu'en Europe, on défendrait, alors
ça reste encore à voir qu'on défend la liberté, c'est en même temps les mêmes qui vous disent qu'ils vivent dans une dictature communiste, mais qu'en même temps on a gardé les valeurs de liberté. Je ne sais pas très bien comment ils font ça, mais c'est en tout cas que la liberté elle-même serait un produit culturel issu du christianisme, issu de nos valeurs chrétiennes profondes, qui aurait été laïcisé, qui aurait permis l'émergence des droits de l'homme, du sens de la personne, du respect de la personne, de la démocratie, etc. Et que, par définition, parce que c'est la conséquence évidemment logique, une autre culture est incapable de partager. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec l'idée que l'islam est congénitalement incapable de respecter la liberté des gens. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec la guerre des civilisations, c'est comme ça qu'on se retrouve avec la guerre à peu près sur la moitié du monde, menée au nom de la liberté et au nom du fait d'amener la liberté. Pour les libertariens, la liberté, ce n'est pas un acquis civilisationnel. La liberté, c'est une réalité anthropologique. C'est le statut normal de l'être humain d'être libre et d'essayer de se défendre en permanence contre les agressions pour le rester. Et donc, ça, je vous invite à faire très attention parce que c'est un discours, je le vois passer sur les médias sociaux, en permanence, il y a une confusion sur le sens de la liberté, et je vous invite à aller relire les auteurs fondamentaux du libéralisme pour retrouver ce sens de la liberté comme logique anthropologique. Alors, venons-en aux différences avec les libéraux. Venons-en aux différences. Parce qu'effectivement, il y a une énorme confusion qui nous vient surtout de France, où les libertariens français, se trouvant devant un vide politique en matière de libéralisme, se sont dit finalement, c'est pas plus con de réutiliser le mot libéralisme qui est dans les dictionnaires, plutôt que d'essayer d'imposer un néologisme comme libertarien, qui, il faut bien le reconnaître, est un peu moche, mais qui au moins désigne ce qu'il désigne. Et donc ils ont fait, les libertariens français, vous allez voir un bouquin de Pascal Salin, qui est un libertarien pur jus, il a une brique, il a sorti une brique sur le libertarianisme, il l'a appelé libéralisme. Ah bravo! Ah bravo, merci, je suis sûr qu'au moment où il l'a fait, c'était intelligent de le faire, mais aujourd'hui ça n'aide pas à rendre clair le débat. Alors, les libéraux et les libertariens ont des racines communes, c'est évident, et vous disiez, Monsieur le Président, que nous étions les grands-parents des libéraux actuels. Je vois plutôt ça dans le sens inverse, c'est que les libéraux sont les grands-parents des libertariens et que les libertariens sont la génération montante. Pour bien sentir la différence entre les deux, il faut regarder l'histoire du mouvement libéral. Et je vous invite à lire un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui est une sérieuse brique, mais qui est vraiment passionnant, qui est un livre de Serge Audier, qui s'appelle « Néolibéralisme, une archéologie intellectuelle ». C'est tout à fait passionnant de retrouver l'histoire finalement de la famille. C'est comme si vous étiez en train de feuilleter un album de famille. Alors ça a été écrit pour dénoncer le néolibéralisme, ça a été écrit, enfin j'ai pas encore lu la fin, pour l'instant finalement je le trouve relativement honnête, mais c'est assez sympa, c'est comme retrouver un vieil album de famille, où on retrouve les conflits entre Mise, Rueff, Hayek, compagnie, comment est-ce que tous ces gens se sont mis ensemble, et ce qu'on découvre de façon tout à fait explicite, c'est tout le travail idéologique autour du libéralisme qui se passe dans l'entre-deux-guerres et dans l'immédiat après-guerre. C'est-à-dire, vous avez effectivement une tradition qu'on va appeler le libéralisme classique, qui part de Locke et compagnie, et qui arrive et qui couvre le 19e siècle, et qui définit le 19e siècle vraiment d'un point de vue idéologique et d'un point de vue économique. Et puis, vous avez la crise de 29, et après la crise de 29, on se remet à inventer toutes sortes de nouveaux libéralismes qui vont donner naissance à ce mot de néolibéralisme qui depuis lors a pris d'autres sens, mais qui à l'époque est utilisé vraiment pour désigner des théories qui finalement sont, sinon exactement celles de Keynes, sont très proches de Keynes. Et Keynes, à l'époque où il écrit, il est considéré comme un auteur libéral, c'est pas un marxiste Keynes. Aujourd'hui, on a tendance à présenter Keynes comme étant quasiment de l'extrême gauche, en tout cas dans les milieux libéraux, les libertariens. C'est une erreur que les libertariens font, je suis sûr que dans d'autres milieux, on n'a pas tendance à lui donner ce profil-là, mais à l'époque où Keynes écrit, c'est du libéralisme. Un autre auteur important qui va être Lord Beveridge, qui est l'anglais qui va fonder l'État-providence en Angleterre,
Et tous ces auteurs ont en commun la même chose, c'est le laisser faire. Ça ne fonctionne pas. Il faut réguler, il faut réglementer, il faut plus d'État, il faut contrôler, et en gros, il faut passer par armes et bagages la moitié du libéralisme classique du 19e siècle. Alors vous avez une bagarre qui se met en place avec Hayek et surtout Mises, qui eux essayent de défendre l'archéolibéralisme, ce qu'ils vont appeler l'archéolibéralisme, contre le néolibéralisme, et qui est le libéralisme 19e siècle. Cette guerre va être perdue par Hayek et Mises. C'est le néolibéralisme qui va prendre le pas, et ça va se passer définitivement, la défaite finale se passe en Belgique, à Ostende, au colloque d'Ostende, en 1957, qui a été organisé par le Centre Polymans, ancêtre du Centre Jean Gaulle du MR, et où Hayek d'ailleurs ne va pas parce qu'il se rend déjà compte que c'est perdu, et où de façon évidente on va rejeter les théories archéolibérales, qu'on va appeler libérales de stricte observance, absolutisme libéral, intégrisme libéral, pour leur préférer des théories libérales modernes, c'est-à-dire Keynes et Beveridge. On ira même jusqu'à citer Marx comme étant, le jeune Marx, comme étant un exemple de ce que le libéralisme devrait être par rapport à des Bastiat qui sont considérés comme des gens qui ont été une déviance purement économique du libéralisme. Donc le libéralisme, il vit sa crise à ce moment-là, il choisit une voie historique. C'est un milieu social, ce sont un ensemble de partis. En France, il n'y a plus de parti libéral, mais en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, en Italie probablement également, bien que je connaisse mal l'histoire et la politique italienne, il y a un ensemble de partis qui font le choix, qui sont le libéralisme, ils sont le parti, ils sont les gens qui pensent libéral, qui sont les milieux sociaux-libéraux, font le choix d'aller vers un nouveau libéralisme qui est Keynes et consorts. Et ils fondent à ce moment-là l'Internationale libérale, qui sera la réunion de tous les partis politiques qui se déclarent libéraux. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec Mises et Hayek, qui sont un peu perdus, et qui vont créer ce qu'on va présenter comme une contre-offensive intégriste, la Société du Mont Pèlerin. Et la Société du Mont Pèlerin, on recommence à en entendre parler dans les années 80, quand Hayek redevient à la mode autour de l'arrivée de Thatcher. Mais en fait, c'est un repère d'archéolibéraux et surtout de libertariens de plus en plus. Parce qu'aux États-Unis, Mises et Hayek vont retrouver du soutien chez les libertariens qui ne sont pas un courant à proprement parler libéral. Eux, ils sortent de l'anarchisme individuel. Ce sont des gens comme Lysander Spooner, qui était quelqu'un qui a énormément combattu l'esclavage aux États-Unis, qui avait beaucoup de contacts avec le Parti démocrate et les jeffersoniens, mais qui n'a jamais pu accepter de rentrer dans le mouvement jeffersonien parce que Jefferson était bien connu pour être un propriétaire d'esclaves. Il a écrit, c'est un auteur qu'on lit encore beaucoup chez les libertariens. Vous pourrez lire de lui Outrage à chef d'État, qui est tout à fait intéressant, qui reprend grosso modo mon introduction, dont j'ai repris mon introduction, c'est plus juste, tout à l'heure, et également un livre tout à fait sympa qui s'appelle « Les vices ne sont pas des crimes », dont on a repris également le titre pour un des chapitres du programme du Parti libertarien. Puis vous avez également quelqu'un qui s'appelle Benjamin Tucker, qui est le traducteur en anglais de Stirner, qui est un anarchiste européen. Donc il y a un courant anarchiste individualiste qui est resté à l'abri du marxisme, pendant que le mouvement anarchiste en Europe se faisait dominer par des considérations marxistes, et qui a conservé un côté individualiste, propriétariste, un petit peu dans la logique de j'ai mon claim, j'arrive, j'ai ma terre, je mets une barrière autour, je cultive ma terre, c'est chez moi, le gouvernement de Washington, il va être accueilli à coups de Winchester, Dieu a créé les hommes libres, Winchester vérifie qu'il le reste. Et donc il y a ce courant-là, et ce courant va opérer sa fusion avec l'école autrichienne d'économie de Mises, représentée principalement à travers la personnalité de Murray Rothbard, qui est le grand auteur actuel de la plupart des libertariens, enfin actuel, il est décédé, mais il a écrit dans les années 60, au moment où le Parti libertarien aux États-Unis s'est mis en place en résistance contre la guerre au Vietnam, et
on a développé à ce moment-là le Parti libertarien, et Rothbard a été à la fois le type qui a recueilli la tradition anarchiste des libertariens américains et la tradition, c'est un très grand économiste également, la tradition de l'économie autrichienne par Mises, et c'est lui qui va faire finalement ce mélange un petit peu spécifique qu'on appelle le libertarianisme aujourd'hui, et qu'on a donc tendance, parce qu'évidemment quand on relit des textes libéraux du 19e siècle, on se dit mais c'est les mêmes discours qui sont dedans. Oui, en partie, sur la partie économique, ce sont les mêmes discours, parce que c'est l'archéolibéralisme, mais c'est le libéralisme dont on ne peut pas nier que lui a évolué vers autre chose. Donc voilà sur la différence entre les deux, et il va y avoir un point extrêmement important qui va revenir tout le temps dans les débats entre libertariens et libéraux, c'est pour les libertariens, le droit est quelque chose que vous possédez en tant que tel, que vous avez avec vous consubstantiellement à votre existence, et où l'État est toujours en train d'attenter à votre droit et à la plus grande source attentatoire à votre droit contre lequel vous devez lutter. Pour les libéraux dits classiques ou modernes, l'État est l'origine du droit. C'est l'État qui crée la matrice dans laquelle la société peut exister et dans laquelle le droit va se fonder. Et vous allez retrouver par exemple des débats entre libéraux et libertariens sur l'obéissance qui est due à la loi, en particulier dans les questions de fraude fiscale. Pour un libertarien, il n'y a aucun doute que la fraude fiscale est légitime. La fraude fiscale, ça sert à protéger son pognon contre un voleur qu'on appelle l'État. Et Dieu merci, il y a de la fraude fiscale, sans quoi la Belgique serait dans un état infiniment pire que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Pour les libéraux, c'est quelque chose qui est impossible à concevoir, parce que malgré tout, l'État doit être financé, parce que l'État est l'origine du droit. Et donc, comme je résumais récemment, pour un libéral, l'état minimal c'est le plancher, pour un libertarien, l'état minimal c'est le plafond. Voilà, vous avez besoin d'être sur un plancher bien solide, enfin, les libéraux ont besoin d'être sur un plancher bien solide, nous on a un plafond qui nous gâche la vue vers le ciel et qu'on a envie de faire sauter. Voilà donc ce que j'avais à dire sur les analyses du Parti libertarien et sur le mouvement en général. Il y a quelque chose d'extrêmement important qui doit être porteur chez les libertariens, c'est qu'on va vers quelque chose de meilleur. Oui, on est en train on va devoir acter la faillite de l'État, mais ce qui va s'en suivre est quelque chose de mieux, parce que le génie humain va être libéré des contraintes réglementaires qui posent dessus aujourd'hui. C'est partout dans le monde, on voit des choses extraordinaires qui sont en train de se mettre en place. Je citais Bitcoin, c'est un truc qui a été fait de façon clandestine, avec des techniques cryptées, en opposition à l'État, et qui a des problèmes avec l'État. Si on avait attendu qu'une banque centrale invente Bitcoin, on ne l'aurait jamais eu. On verra dans le futur ce que ça va nous donner, un Bitcoin, mais en tout cas, c'est une innovation. Aux États-Unis, il y a un libertarien qui est en train d'essayer de construire des villes flottantes pour pouvoir sortir de la Silicon Valley et donc du champ d'action du gouvernement américain, une série de programmeurs informatiques pour pouvoir créer un écosystème purement de création informatique qui, selon lui, va se retrouver beaucoup plus performant. Personnellement, ça ne m'attire pas du tout comme projet, mais je trouve ça formidable que ça existe. Je lisais, il y a un type, pour l'instant, qui est en train de réfléchir à voir comment on va pouvoir aller faire de la prospection minière sur les astéroïdes à proximité de la Terre. C'est-à-dire que pendant qu'on est ici en Belgique en train de se lamenter sur la planète qui s'appauvrit, où on n'a jamais assez de ressources, et patati et patata, il y a des mecs qui sont en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va aller sur les astéroïdes pour ramasser les métaux et les produits dont on a besoin. Ce sont toutes des choses extraordinaires qui vont être rendues possibles par la sortie du système actuel, par la liquidation actuelle et de l'État-providence et la possibilité de rentrer enfin dans une société de liberté. Un médecin disait récemment, dans une interview, « L'homme qui vivra 1000 ans est déjà né ». Je trouve ça génial. Je trouve ça génial comme idée. Bien sûr, c'est pas moi, certainement pas avec ce que je fume en plus. C'est probablement pas vous, mais ce sont des gamins, ce sont des gosses qui viennent de naître aujourd'hui et qui auront 40 ou 60 ans, dans 40 ou 60 ans, et les progrès techniques auront tellement évolué qu'on va pouvoir les garder jeunes beaucoup plus longtemps, et même quand ils seront vieux à 120 ans, on va encore pouvoir les garder en vie. Et il y a un moment donné où le progrès technique va peut-être aller tellement vite qu'on va pouvoir le garder 1000 ans. Eh bien,
voilà, moi j'ai envie de dire, le Parti libertarien, vous demandiez si c'était une réalité, une future réalité, Monsieur le Président, j'ai envie de dire, le Parti libertarien, il est là pour l'homme qui va vivre 1000 ans et qui est déjà né. C'est le projet du futur. Voilà, j'ai dit, Monsieur le Président, je vous remercie. Je ne résiste pas à ouvrir peut-être la séance de questions. J'ai 4 points comme ça. D'abord, en revenant sur la thématique du droit naturel, c'est du tac au tac. Les communistes ont comme fiction l'État, les libertariens ont comme fiction les droits naturels. Ça pourrait être un sujet de dissertation, vrai, faux, pourquoi, et derrière savoir un peu comme ça. Et c'est pas fini, j'avais aussi sur une question sur l'annulation de la dette. Je comprends bien maintenant, je comprends un peu mieux la question du mécanisme, parce que le défaut, en n'ayant aucune procédure de faillite, ça ne se peut pas. Qui mettrait en place cette procédure entre guillemets de faillite? Qui régulerait ça? Est-ce que ça ne serait pas un supra-État? Et voilà, comment en pratique les libertariens envisageraient ça? Ok, je vais répondre à ta deuxième question, parce que la première question, il aurait fallu la poser tout à l'heure pour que j'ai 1h30 pour y répondre. Je t'invite quand même à ne pas caricaturer la pensée communiste, qui est parfois plus riche qu'on imagine. Le super-État, voilà, c'est plus complexe. C'est plus complexe que ça. La question du défaut. La question, c'est ce pourquoi le Parti libertarien s'est créé, c'est on veut aller demander à tout le monde, et on a besoin de s'appeler parti pour ça bizarrement, à tous les partis, qu'est-ce que vous comptez faire pour rembourser la dette? La dette aujourd'hui en Belgique c'est 400 milliards, enfin pas tout à fait, mais d'ici qu'on est fini, ça sera ça au rythme où ça va, c'est 400 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces 400 milliards de dettes? Comment est-ce que vous comptez rembourser ça? Parce que pour l'instant, ils sont tous en train de dire « Oui, on va stabiliser les finances publiques ». Ça fait 40 ans qu'ils n'arrivent pas à atteindre un équilibre budgétaire. Il faudrait peut-être s'interroger sur un mécanisme sous-jacent qui fait qu'on ne cherche pas à atteindre en réalité l'équilibre budgétaire. C'est toujours, on nous l'a promis pour 2015, c'est-à-dire pour le gouvernement suivant. Ne vous en faites pas que le gouvernement suivant trouvera un moyen de ne pas l'atteindre avec la plus grande bénédiction de l'Union européenne qui joue toujours au père fouettard, mais qui en pratique laisse les budgets déraper, parce qu'on a besoin que les budgets dérapent pour augmenter le stock de dette, pour alimenter l'inflation. Donc qu'est-ce que vous allez faire avec ces 400 milliards? Si vous voulez rembourser ces 400 milliards en remboursant, c'est un budget de 30 milliards par an pendant 30 ans. Parce que les intérêts continuent à courir. 30 milliards pendant 30 ans. Aujourd'hui, quand vous voyez les ministres sortir du Conseil des ministres, ils se sont arrachés, ils ont failli s'entretuer pour 3 milliards. Non, là on leur dit qu'ils vont devoir trouver 30 milliards sur 30 ans. Je veux dire, c'est de l'austérité. La Grèce, à côté de ça, ça va être le paradis, quoi. Hein. En plus, ils ont le soleil. Est-ce que vous imaginez qu'il y ait moyen de tenir une austérité de 30 milliards par an pendant 30 ans dans le système actuel? Il n'y a aucune chance qu'un gouvernement démocratique soit capable de faire ça. Hein. Il faut Pinochet. C'est pas possible. Donc, l'austérité, vous l'envoyez péter, c'est pas une solution. Deuxième solution, l'inflation. Ah, ça, c'est le grand miracle. On va imprimer 400 milliards de petites coupures et on va rendre en donnant 400 milliards aux gens. Ah non, c'est pas tout à fait ça qu'on veut faire, c'est l'érosion sur le long terme de la monnaie, et patati et patata. Oui, à part que les taux d'intérêt auxquels nous empruntons tiennent compte de l'inflation. Donc si vous augmentez l'inflation, les taux d'intérêt, comme on est dans du revolving, la dette belge c'est sur 5 ans, en 5 ans il faut avoir remboursé et réemprunté l'ensemble. Dès que l'inflation va faire son retour, les taux d'intérêt vont monter, et finalement on va se retrouver à devoir faire tout le temps plus d'inflation pour pouvoir essayer de dépasser le taux d'intérêt qui sont en train de monter, et on se retrouve dans des effets boule de neige et dans un effet d'hyperinflation, comme on a connu plusieurs fois en Amérique du Sud ces dernières décennies, disons. Donc l'inflation, ben oui, si vous êtes prêt à vivre un épisode d'hyperinflation, on peut l'envisager. C'est ce qu'on a fait en Allemagne, ce n'est pas nécessairement une excellente chose.
Troisième possibilité, alors ça, il commence à devenir. Alors, du bout des lèvres, on envisage peut-être une confiscation des comptes d'épargne. On n'ose pas trop en parler, hein, la confiscation des comptes d'épargne, mais vous en faites pas que quand vous lisez les pages économiques, il y a tout de suite un économiste pour dire voilà, il suffit de faire 7%, ceci, cela, le FMI qui produit. Alors, ils sont arrivés à l'idée la plus conne du monde hein, sur cette confiscation de l'épargne, c'est qu'ils vont confisquer 7 à 10% de l'épargne des gens. Donc, en Belgique, l'épargne, c'est environ 350 milliards, donc on est à peu près dans le même ordre de grandeur que la dette publique. Donc, on va piquer 10% de l'épargne des gens pour rembourser 10% de la dette. Donc on restera avec 90% de la dette. On aura fait faire faillite à toutes les banques parce que les mecs ne vont plus jamais laisser leur argent dans la banque quand on leur a confisqué l'épargne. Et on aura quand même fait un des coups de force les plus extraordinaires qu'on ait jamais fait avec des conséquences politiques inimaginables. Je veux dire, regardez à Chypre, ils ont fermé les banques à Chypre au printemps. Alors les deux banques concernées, elles ne sont toujours pas ouvertes. Hein. On laisse les gens retirer un petit peu d'argent, mais ils sont toujours pas ouverts. Ils ne savent pas, à partir du moment où ils ont annoncé qu'on avait confisqué l'épargne, le jour où ils ouvrent, tout le monde se rue et retire le reste de l'épargne, et la banque fait faillite. Donc ils ne savent pas le faire. Donc l'épargne, c'est simple. C'est vous prenez 100% et vous remboursez la dette. Ça, c'est possible. À condition de ne pas avoir prévenu le vendredi soir que vous faites le lundi matin. Hein. Mais en un week-end, vous décidez de confisquer l'ensemble de l'épargne des Belges pour rembourser la dette. Ça, c'est éventuellement envisageable. J'aimerais qu'on vienne me le dire. Enfin, je veux dire... Voilà. Et la quatrième solution, parce que si vous en trouvez une cinquième, je suis tout oui, mais la quatrième solution, c'est l'annulation de la dette. Alors nous, on est en train de dire, il faudrait peut-être que cette solution dont on ne parle jamais, nulle part dans la presse, commence à remonter progressivement par rapport aux trois autres. Il est probable qu'à terme, si on est réaliste, ça sera un mixte des quatre qui va se passer. Il y aura une confiscation de l'épargne, il y aura de l'austérité, il y aura de l'hyperinflation, et il y aura une annulation de la dette. En définitive, tout ce qu'ils ont fait en Grèce, ça ne les a pas empêchés de devoir annuler. Bon, ils ont chipoté pour ne pas dire que c'était une annulation, mais en pratique, c'était une annulation de la dette. Voilà, c'est une question, même quand on n'est pas libertarien, je trouve qu'on doit les poser à tous les députés, à tous les ministres, chaque fois. Et ça va être une campagne électorale qui va s'ouvrir. Je vous invite à aller le faire. Allez leur demander, qu'est-ce que vous comptez faire pour rembourser la dette? Qu'est-ce que vous comptez faire? Quel est votre plan? Mais présentez-moi un plan, même en 20 ans, je ne sais pas quel... Les mecs, ils n'en savent rien, ils sont comme ça avec cette histoire de dette, ils ne savent absolument pas comment ils vont la gérer. Qui a des questions si quelqu'un a des questions, peut le faire. Je n'ai pas vraiment de question, mais une réponse à ta question. Ah, bah. Sur le droit naturel, ce qui serait une fiction. Je trouve ça plutôt assez comique de croire que le droit naturel c'est une fiction. Pour ma part, la vraie fiction, c'est de croire qu'il faille obéir à la loi. Parce qu'en fait, pour obéir à la loi, il faut en fait avoir beaucoup de foi dans une série de phénomènes et beaucoup de croyances dans beaucoup de choses différentes. Il faudrait d'abord croire qu'effectivement, l'État a le droit de faire des lois. Il a une légitimité. Il faudrait croire avoir la croyance également que les gens sont obligés d'une certaine façon de suivre ces lois, qui pourraient les heurter, les choquer, les blesser, de cette façon différente. Et il faut croire, de croire que les gens pourraient on aurait le droit de punir les gens qui ne respecteraient pas les lois. Donc en fait, je crois plutôt que le fondement des croyances est plutôt dans le phénomène de la loi telle qu'elle est connue actuellement, qui est en fait un phénomène de loi complètement décontextualisé du phénomène juridique classique et traditionnel qu'on connaît depuis l'Antiquité, qui vise à chercher le bien et le juste. Ici, on ne conçoit la loi que comme une décision politique d'une majorité sur une minorité. Une majorité a voté une loi à 51% disant que ceci ou cela, c'est la loi et c'est censé représenter ce qui est juste. Je crois que le libertarien, en revenant plutôt au droit naturel, retrouve plutôt la classique idée philosophique que le droit, c'est quand même la représentation, au moins la recherche de la justice dans les relations humaines. Donc voilà, je crois qu'accuser le libertarien de fonder leur réflexion sur le droit naturel d'être une fiction, je pense plutôt que c'est plutôt un retour à une saine réalité des choses, en tout cas dans les relations humaines, par rapport à ce qu'est la légalité actuelle. C'est très intéressant, c'est vrai, mais je voyais aussi
dans le côté, c'était provocateur. Hein, avant tout, c'était de la provocation et il faut mettre un peu de piment parfois. Je te donnerai les coordonnées de José pour que tu l'invites pour le prochain corps. Il n'y a pas de problème. Il fera ça très bien. Mais je vais prendre d'autres questions. Monsieur Anvers, vous voyez... Oui. Sur l'annulation de la dette, est-ce que le diable est dans le détail là? Bien sûr. Est-ce que vous entendez une confiscation des actifs de l'État par ses créanciers, par exemple, et quel est le montant de ces actifs? Est-ce que ça atteindrait ces 300 ou 400 milliards? Alors, dans ce genre de situation, les actifs à l'étranger seront confisqués inévitablement. Tout avion, on n'en a plus des avions, ça a fait faillite. C'était l'exemple classique, mais on n'en a plus. Les ambassades, ils ne peuvent pas. Je ne sais pas très bien ce que la Belgique a exactement comme actifs à l'étranger, mais les actifs à l'étranger sont habituellement confisqués par les créanciers internationaux, quoique ça va être très, très réduit par rapport. Par rapport à ce qui concerne l'actif de l'État en Belgique. Si on regarde, on a essayé de faire des calculs pour voir, parce qu'on s'est dit, tiens, est-ce qu'il y aurait moyen éventuellement par des privatisations de rembourser les créanciers, parce que finalement, on saisit les biens et les meubles. Alors ça dépend un petit peu ce qu'on met dedans. Si on met les actifs financiers, c'est-à-dire tout ce qui est les prêts, les créances par rapport à des entreprises, ou les possessions d'actions, par exemple, dans Belgacom, etc. Si vous prenez Belgacom, qui est un des fleurons financiers de la Belgique, c'est 3 milliards. Donc vous avez 400 milliards à rembourser, vous avez 3 milliards dans Belgacom. Bon, la SNCB, vous pouvez espérer la vendre pour 1 milliard. La Poste, vous pouvez espérer la vendre pour, je crois qu'elle vaut 750 millions, mais qu'on n'a plus que la moitié, ou ils voulaient vendre un quart, on n'a que la moitié, donc on est à 300. Donc on est vraiment sur des sommes qui sont assez dérisoires par rapport à l'ensemble de la dette. Il y aurait un grand plan de privatisation des actifs financiers, c'est-à-dire ce qui est directement vendable. On pourrait espérer quelques dizaines de milliards de revenus, avec toujours le problème du fait que quand on doit tout vendre en même temps et que l'autre partie sait qu'on doit vendre, on n'obtient pas les sommes qui étaient prévues. Hein. C'est ce qui se passe et ce qui s'est passé pour l'instant en Grèce. Donc on peut imaginer 50 milliards. Après, la question c'est jusqu'où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va vendre les routes? Est-ce qu'on va vendre les parcs publics? Ce sont des choses qu'on pourrait vendre, mais ça demande beaucoup plus de travail. Il n'y a pas vraiment un marché mature sur la vente, l'achat et la vente des parcs publics. Donc c'est un petit peu difficile. Ce sont des choses dont on pourrait concevoir éventuellement que les gens qui ont des plans des plans d'épargne pour leur pension dans lesquels il y a des... Est-ce que ces gens-là ne recevraient pas? Et alors ça serait une sorte de redistribution par quartier des actifs qui sont officiellement au nom de l'État. Il faut un petit peu voir. Mais sur les actifs financiers, on est à 50 milliards et ça couvrira jamais la dette publique. Le vrai problème, évidemment, dans l'annulation de la dette publique, c'est d'éviter que tout le système financier se casse la gueule. Et pour ça, on a une proposition qui a l'air assez technique, mais qui est assez fondamentale. Il faut savoir que dans le système bancaire, en fait, vis-à-vis de la BCE, vous avez accès à un guichet de la BCE quand vous êtes une banque, que vous avez le droit d'y aller, parce que tout le monde n'a pas le droit malheureusement d'y aller, sinon j'aimerais bien, au prix qui pratique, il y a moyen de payer sa maison pas cher. Vous pouvez aller à la BCE quand vous êtes une banque et vous devez fournir un collatéral pour garantir les sommes qu'il vous confie, même à court terme. Collatéral que vous allez récupérer. Et en fait, tout l'enjeu de l'existence d'une banque centrale pour les États, c'est la négociation autour de ce qu'est le collatéral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'est accepté comme collatéral que les obligations d'État. Il y a encore quelques années, ce n'était que les obligations d'État de qualité, c'est-à-dire cotées A par les agences de notation. Depuis que la moitié de l'Europe s'est retrouvée le bec dans l'eau au niveau des agences de notation, on a accepté que des bons d'État grecs soient considérés comme sans risque et puissent servir de collatéral pour recevoir de l'argent de la BCE. Ok, mais une obligation Microsoft, ça par contre c'est considéré comme beaucoup trop risqué, jamais la BCE ne vous donnera d'argent là-dessus. Donc ce que nous proposons, c'est d'ouvrir le collatéral accepté par la BCE aux obligations privées et aux matières premières, que vous puissiez
mettre bon, il faut un peu discuter la nature du produit, est-ce qu'une future peut représenter la matière première, enfin que vous puissiez offrir comme collatéral autre chose que de la dette publique. Et à ce moment-là, vous supprimez la dette publique, bon, mais la banque a quand même encore l'accès à la BCE, parce qu'on dit toujours, si votre pays fait faillite, alors vous devez sortir de l'Union européenne. Oui, parce que vous n'avez plus l'actif sous-jacent qu'est l'obligation d'État pour obtenir au guichet de la BCE de la monnaie. Mais si on ouvre les collatéraux et qu'on accepte des choses qui sont quand même nettement moins dangereuses que la dette publique belge, par exemple de l'or au bureau de la BCE, il n'y a pas d'obligation de sortir de l'euro. La banque peut continuer à se fournir. Après, il faut voir au niveau du bilan qu'est-ce que ça représente dans le bilan particulier de la banque pour voir à quel point elle est en faillite. En faillite, elle le sera toujours parce que les banques sont totalement sous-capitalisées. Monsieur Envers, qui était juste devant. Ah, ça va, si quelqu'un a encore des questions. Allez-y, dites. N'ayez pas peur. Moi, j'en ai oui, une. Vas-y, je t'en prie. J'ai lu avec attention, évidemment, le programme du Parti libertarien, et je voyais, par exemple, le fait de faire passer le mariage comme une institution privée. Je pense que c'est le terme qui était utilisé, oui. Me semble-t-il. Déjà, dans quelle mesure le mariage, à part pour des questions d'opposabilité et de faire le mariage, in fine, en quoi est-il public? Il est régi déjà par le Code civil, d'accord, il y a le régime primaire qui est d'ordre public, mais après, bon, c'est du supplétif. Et quelle est la solution du Parti libertarien pour que le mariage puisse garder une opposabilité à l'égard des tiers, puisqu'il y a une communauté qui se crée, et comment faire pour garder, si ce n'est plus une institution privée, si c'est plus... Qu'est-ce que tu veux opposer aux tiers? Je ne comprends pas très bien. Par exemple, imaginons il y a une dette de la communauté, et normalement, il y a une opposabilité aux tiers à partir du moment où le mariage est public, parce qu'il y a une opposabilité aux tiers. Donc faire passer d'une institution publique à une institution privée, ouais. Oui, mais pourquoi? Mais, et comment faire, Première chose, je vous signale qu'il y a moyen de vivre avec une femme et des enfants sans être marié. C'est un truc qui existe en Belgique, qui fonctionne plutôt bien. Moi, je l'expérimente depuis 18 ans et j'en suis très heureux. Donc, la nécessité de l'existence d'un contrat de mariage pour la gestion d'un foyer, ça n'a pas de sens. Il y a des tas de foyers qui fonctionnent très bien sans cette opposabilité au tiers ou cette communauté. Si vous avez besoin d'aller plus loin parce qu'il y a des accords patrimoniaux qui sont par rapport aux accords du mariage, eh bien, vous faites un contrat devant notaire, chez vous, entre vous, comme si vous fondiez une société. Vous n'avez pas besoin qu'il existe une définition disant que le mariage, ça se fait à deux, avec des gens de tel âge, de tel sexe, ayant tel genre de relations sociales entre eux, etc. Nous sommes des individualistes radicaux, c'est-à-dire que le statut d'être marié ou pas, c'est un truc qui ne devrait même pas exister. Il ne devrait pas y avoir la moindre différence de traitement entre un homme et une femme, entre un homme marié et un homme pas marié, entre une femme mariée et une femme pas mariée. Prenez par exemple l'affaire Delphine Boel. Ah, super, quand on est marié, il y a présomption irréfutable de paternité pour le mari. Ça vient d'où ça? Et de quel droit est-ce qu'on impose encore ça? Pourquoi est-ce que le fait d'être marié, est-ce que ça correspond en quoi que ce soit à la société? Alors vous avez deux possibilités. Vous avez les cathos qui disent « Oh, le mariage c'est sacré, il ne faut surtout pas y toucher ». Après avoir passé un siècle à gueuler « Ouais, le mariage c'est sacré, il ne faut surtout pas que l'État s'en occupe ». C'est maintenant, c'est « Ouais, le mariage c'est sacré, il faut surtout que l'État continue à le garantir comme il a toujours été ». Et vous voulez faire des mariages homo, des machins, et pourquoi pas la polygamie, et vous mariez avec votre chien, nanana. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui disent « Ah ouais, mais alors il faut être en phase avec la société en permanence, on va essayer d'être tout le temps en phase, et il faut commencer à... » Et alors on se retrouve dans une logique de changer le mariage en fonction des modes du moment et des modes de vie du moment.
Je dis, mais pourquoi est-ce que l'État doit s'occuper du mariage, quoi? C'est un truc qui date de la Révolution française, parce qu'on voulait absolument faire sortir les gens des églises et les obliger à passer et à aller s'enregistrer, et parce qu'on voulait mettre la femme dans un statut d'infériorité juridique où elle allait devenir totalement dépendante de son mari. L'État n'a pas à s'occuper du mariage, quoi. Je veux dire, si vous êtes un couple traditionnel catho, vous allez à l'église, vous allez, si vous voulez absolument, avant de vivre ensemble, vous allez écouter les conseils d'un homme qui s'habille en femme et qui est un puceau. Et puis, si vous êtes un couple homosexuel branché, vous avez qu'à aller dans un parc avec un druide en robe blanche et des fleurs et de l'encens et du patchouli, et vous faites votre fête entre vous. Pourquoi est-ce que l'État doit venir? Pourquoi est-ce qu'il faut aller à la mairie, à la maison communale, aller regarder la face de paix de type qui a été élu échevin de l'État civil et la bonne femme qui va consigner un registre en râlant parce que personne ne l'a jamais demandé en mariage, quoi. C'est, voilà quoi, je veux dire. Pourquoi est-ce que l'État s'occupe de ça? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Hein. Je vois bien. S'il n'y a pas d'autres questions. Probablement, je pourrais trouver la réponse dans le programme de votre parti. Mais voilà, c'est une petite question que j'ai. Au niveau de la sécurité sociale, qu'est-ce que votre parti envisage? Au niveau de tout ce qui est chômage, aides sociaux. Oui, c'est un gros morceau, quand même. Vraiment, parce que si j'ai bien compris, vous êtes contre l'État-providence. Absolument. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on va faire des pauvres? Enfin, les liquider? Enfin, je ne sais pas. Non, tuer un pauvre, c'est parfaitement illégal. Hein, je vous rassure. Tuer un riche, tuer un pauvre, c'est la même chose. On va en prison. Il n'y a pas à discuter. Donc, la question, c'est de savoir la sécurité sociale. On a tendance à confondre la sécurité sociale dans son ensemble et la sécurité sociale telle qu'elle est organisée aujourd'hui, c'est-à-dire sous la forme d'un monopole étatiste, centralisé. Nous sommes bien entendu pour qu'une sécurité sociale puisse exister, nous sommes contre sa forme centralisée et étatisée. En pratique, ça veut dire quoi? En pratique, ça veut dire une privatisation des principaux mécanismes de la sécurité sociale. Mais attention, quand je dis privatisation, je ne dis pas nécessairement que ça doit être confié, tout doit être confié à des grosses boîtes privées américaines guidées par le profit. Pour moi, quand les syndicats organisent un truc, c'est une organisation privée, un syndicat, une mutuelle, et ce sont des systèmes qui ont existé tout un temps et qui ont été d'ailleurs, dans beaucoup de cas, transformés en système social étatique pour limiter le pouvoir des syndicats et des mutuelles qui avaient tendance à devenir trop puissants par rapport au patronat. Donc il y a un accord qui s'est fait entre patronat et syndicats au sortir de la guerre, mais qui avait déjà commencé avant, au sortir de la guerre, pour organiser tout ça de façon nationale, avec un contrôle commun sur les montants financiers. Je peux vous poser une question. Si les fonds de pension, si les pensions étaient restées sous des fonds capitalisés dans des sociétés mutuelles ou syndicales, est-ce que vous imaginez le pognon que ça représenterait sur les marchés financiers? Est-ce que vous croyez que ça ne changerait pas la donne au niveau de l'affectation des ressources sur les différentes entreprises? Évidemment que s'il y avait si les pensions étaient conservées sous une forme capitalisée, bien entendu, par des syndicats, les questions de la sidérurgie en Wallonie se poseraient de façon tout à fait différente. Hein. Et donc, c'est vraiment, pour nous, c'est important, c'est que ce soit fluide, que les gens puissent choisir ou non d'y être. Si la sécurité, on ne demande même pas en fait finalement que la sécurité sociale actuelle cesse d'exister, on demande juste qu'on ait le droit de s'organiser autrement sur le côté, qu'on ne soit pas obligé d'y participer. Et puis si elle est si formidable, cette sécurité sociale dont on dit tellement bien tous les soirs à la télévision, si elle est si formidable, eh ben les gens y resteront. Et puis s'ils trouvent des meilleurs systèmes ailleurs, ils iront ailleurs, et il y aura un peu de concurrence, et tout le monde trouvera chaussure à son pied. Voilà, donc, est-ce que ça répond à votre question? Au niveau des pensions, oui, mais au niveau du chômage? Alors, d'abord, il va falloir sortir de l'idée que le chômage est une réalité inéluctable et permanente. Le chômage est la cause d'un système économique bloqué. Pardon, pas la cause, la conséquence d'un système économique bloqué. Ensuite, le chômage, c'est une forme d'assurance mutuelle qu'on peut connaître et qu'on a connu. On a connu des assurances chômage privées. Alors effectivement, il n'y a pas moyen d'assurer un chômage de masse perpétuel
à travers une structure privée. Voilà, donc si le but c'est de maintenir des taux de chômage de 18% pendant 40 ans, ça, vous ne savez pas le financer avec un système privé, vous avez besoin d'un système. Mais j'aimerais bien qu'on change de point de vue et qu'on arrête de se dire que le chômage est l'horizon indépassable de notre siècle, quoi. Donc vous travaillerez plutôt en amont et pas en aval au niveau du chômage. Enfin, vous chercherez plutôt d'éviter que le chômage existe pour ne pas devoir s'en occuper. Oui, j'ose espérer que c'est le point de vue d'à peu près tout le monde, de se dire qu'on va essayer d'éviter qu'il y ait du chômage plutôt que de se dire qu'on va essayer de créer du chômage pour avoir le plaisir de le régler par la suite, quoi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une question encore Non, c'était plus pour aller en complément de l'intervention de ce qu'il faut se dire, c'est que pour l'instant, le chômage, demain, c'est généré par le fait que des interactions sont bloquées entre les individus. Par des jeux de fiscalité, de réglementation divers et variés, il est impossible pour certaines personnes d'effectuer des actes d'échange, des actes commerciaux ou autres qui puissent permettre à d'autres personnes d'en profiter et de générer, on va dire, une croissance réelle et durable. Donc si vous supprimez tous ces mécanismes qui empêchent aux entrepreneurs, aux gens d'établir ce qu'ils veulent concrètement, vous arrivez normalement au chômage, ce qu'on appelle le chômage frictionnel, qui est aux alentours de 2 ou 3%. Donc c'est la personne qui quitte son emploi pour diverses raisons et qui souhaite justement trouver un autre boulot. Et donc c'est des temps très courts. J'avais peut-être moi une dernière question, encore relativement au programme. Je voyais, peut-être, ouais, c'est pas grave. Par rapport au programme, je voyais un point du programme, c'était la suppression des cartes d'identité, et je me demandais quel avait été le schéma, le développement de la pensée jusque-là, pour arriver à cette conclusion, à ce point du programme, en fait, au sein du Parti libertarien. Quel était le schéma qui a mené à ça, à cette idée? Il faudrait se demander quel est le schéma qui a mené à l'idée de créer une carte d'identité. Quel est le schéma logique qui a conduit à l'idée qu'on allait mettre tout le monde sur une petite vignette qu'il allait devoir porter, qu'on est obligé d'avoir sur soi en permanence. On pourrait nous l'accrocher à l'oreille pour être sûr qu'on l'est. Bon, certains veulent le mettre dans une puce sous-cutanée, parce que comme ça, au moins, on est sûr de ne jamais se tromper d'identité. C'est une logique du contrôle permanent de l'État. Ce sont des machins qui se sont développés pour contrôler d'abord des populations spécifiques, qui ont toujours profité des guerres pour faire des expérimentations à grande échelle sur la population, et puis la guerre s'arrête, mais on garde le processus, parce que finalement, le gouvernement suivant, ça l'intéresse bien aussi de pouvoir contrôler les gens, de pouvoir certifier quelle est leur identité. Tout un temps, enfin en tout cas dans les origines, le passeport, c'était quelque chose, je dis passeport, ici on parle de la carte d'identité, c'est encore pire que le passeport. Le passeport, c'est juste quand vous passez une frontière, les Anglais n'ont pas de carte d'identité. Les Américains en ont, mais ne sont pas obligés de l'avoir. Le passeport, c'était en fait une façon d'être sûr que dans le pays d'accueil, on vous reconnaisse pour ce que vous êtes, parce que vous alliez posséder une série de droits du fait que vous étiez bien telle personne de tel pays, probablement travaillant pour tel gouvernement. Mais en fait, le vulgus pecum n'était pas concerné par le passeport. C'était les gens se déplaçaient, quoi, hein, ils traversaient la frontière, ils y allaient, ils allaient de l'autre côté. Ils se déplaçaient. Et puis à un moment donné, dans le XVIIIe siècle, ça commençait à se déplacer un peu beaucoup. C'était l'exode des champs vers les villes, ça commençait. Et puis alors on a commencé à essayer de contrôler un peu les gens, même à l'intérieur du pays, etc. Mais la logique est toujours la même, c'est je dois contrôler qui tu es en permanence pour savoir qui tu es, ce que tu fais, quelles sont tes activités, quels sont tes revenus. Maintenant, on met des bagnoles banalisées le long des routes qui scannent les plaques des gens pour avoir en contact direct
avec l'ordinateur, vérifier qu'ils ont bien payé leur taxe de mise en circulation, leur taxe de circulation, qu'ils ont leur assurance. Alors le fait qu'ils n'aient pas l'assurance, je trouve que ça vaut la peine qu'on les arrête. Le fait qu'ils n'aient pas payé leur taxe de circulation, je ne crois pas qu'il soit marqué nulle part dans la loi. Ben, il est marqué que vous devez payer la taxe de circulation. Si vous ne la payez pas, ben, il y a des procédures judiciaires qui s'enclenchent. Et à l'extrême limite, après condamnation par un tribunal, on peut venir saisir vos biens. Je ne crois pas qu'il soit marqué nulle part dans la loi qu'on a le droit d'immobiliser votre voiture parce que vous n'avez pas payé votre taxe de circulation. Or, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Le but étant que si tu n'as pas payé, on t'arrête, on te bloque et on sait tout de toi à l'instant où on t'arrête, quoi. Donc il faut rendre difficile l'exercice du pouvoir. Il faut rendre difficile. Il faut que l'État doive consacrer des ressources à chaque fois qu'il veut vous emmerder, à chaque fois qu'il veut vous prendre des impôts. Il faut le bloquer, il faut lui mettre des bâtons dans les roues et il faut supprimer tout ce qui le facilite, tout ce qui lui facilite la vie. Et la carte d'identité, ça lui facilite la vie, donc il faut supprimer la carte d'identité.